Chers amis, avant que nous commencions cette entrevue, je vous invite évidemment à aimer, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne. C'est très précieux. Mille merci et très bonne entrevue. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle entrevue. Nous sommes aujourd'hui avec Baptiste Rapin. Baptiste Rapin est philosophe et universitaire et je l'ai reçu déjà plusieurs fois pour évoquer différents sujets, notamment la question du management ou encore son abécédaire de la déconstruction. Mais je le reçois aujourd'hui pour cet ouvrage, Les enjeux anthropologiques du coaching, volume 2. Et donc nous allons aborder différents points de cet ouvrage, qui est une série d'articles écrits déjà depuis 2015, donc depuis votre thèse de doctorat jusqu'à nos jours. Mais tout d'abord, cher Baptiste Rapin, mille merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, cher monsieur, bonjour, chers auditeurs, et merci de m'avoir invité pour présenter ce recueil d'articles autour du coaching. Alors peut-être deux questions en une. Pourquoi cet ouvrage? Pourquoi être revenu sur une série d'articles déjà datant de 2015? Et puis aussi peut-être une question qui va déboîter sur celle-ci. Qu'est-ce que le coaching finalement? Quelle est la définition? Peut-on définir le coaching? Alors, merci pour ces questions qui me permettent de préciser le contexte de production de cet ouvrage, de production plus que d'écriture, puisque les articles, en effet, étaient déjà écrits. Alors, premièrement, vous l'avez signalé dans votre présentation, l'une de mes marques de fabrique, c'est de tenter de rendre intelligible le monde contemporain à travers ce fait social total qui est devenu le management. Un fait social total étant, selon Marcel Mauss, l'anthropologue Marcel Mauss, ainsi qu'il le définit dans son essai sur le don, un fait social qui met en branle l'ensemble des institutions d'une société. Et donc c'est bien ce à quoi nous avons affaire avec le management. Mais les réflexions sur le management ne peuvent pas faire l'économie des outils du management. Sinon, elles restent abstraites et le philosophe, le sociologue ou l'anthropologue n'a guère de prise sur le management. Et c'est la raison pour laquelle je me suis évertué, et je m'évertue encore, à produire des analyses techniques, spécifiques, singulières, sur ces dispositifs ou outils du management. Ici le coaching, là l'intelligence collective ou le management des connaissances, le management par la confiance, bon, etc. De façon à pouvoir lier l'infrastructure managériale avec la superstructure qu'est la société managériale. Donc c'est bien dans le cadre-là qu'il faut comprendre ce projet. D'autre part, le coaching fut l'objet de ma thèse, soutenue en 2006, ça fait presque 20 ans maintenant, et je m'étais penché sur ce sujet en ayant comment dire, une intuition ou une hypothèse. C'est que les sujets humains ne le sont pas par nature, ils le deviennent. On devient homme en s'insérant dans une société, et chaque civilisation, chaque culture crée des montages anthropologiques en charge justement de cette humanisation du bébé ou de l'enfant d'homme. Et j'avais affaire avec le coaching précisément à un tel montage, à ceci près qu'il est propre à la société industrielle et même à la société postmoderne. Nous y reviendrons certainement tout à l'heure. Et enfin, un dernier élément, c'est que universitaire, j'ai écrit maintenant un grand nombre d'articles qui paraissent dans des revues scientifiques. Ces articles sont accessibles à mes collègues universitaires parce que les universités sont abonnées à des bases de données scientifiques
Et en tant qu'universitaire, nous pouvons donc les consulter gratuitement, gratuitement entre guillemets, hein, puisque les universités, encore une fois, paient très cher ces abonnements. C'est un cas exemplaire de capitalisme qui se sert des travailleurs gratuits que sont les chercheurs, dont l'employeur doit payer pour qu'ils aient accès à leur propre production. Bon, bref. Et donc, j'ai entrepris depuis 2022 de réunir dans une série qui s'appelle Études, dont vous avez donné le titre donc, du volume 2, les enjeux anthropologiques du coaching, de réunir donc par thème ces articles de façon à les rendre disponibles à un prix raisonnable aux lecteurs qui s'interrogent sur cette dimension managériale de notre société. Et donc je rappelle que le volume 1 comprenait des articles s'attaquant à la question de la généalogie cybernétique du management contemporain, et que figurait déjà dans ce recueil un article consacré au coaching, dont je mettais en évidence l'enracinement dans la matrice cybernétique. Voilà pour les éléments de contexte. Et donc vous me demandez de préciser ce qu'on entend par coaching. Je vais me contenter de définitions communément admises, celles qui sont données par exemple par les sociétés ou les associations de coaching. Ça me permet d'ailleurs de faire encore un détour. C'est que le coaching fait partie du grand marché de la formation en conseil, sur lequel finalement les marchés les plus intéressants, les plus juteux, ne sont pas trop directement le conseil, le coaching ou la formation des managers ou des employés, mais bien la formation des formateurs, ou le coaching des coachs. Et pour pouvoir assurer ce type de prestation, eh bien, il faut se légitimer à travers la création d'associations. Et c'est ainsi que le paysage français est marqué par plusieurs associations de coaching, françaises, européennes, internationales, etc. Mais au-delà des divergences d'approche qui peuvent donc différencier ces associations et ces sociétés, on peut dire de façon très simple que le coaching est un accompagnement qui est réalisé, ou alors prescrit parfois, et réalisé en vue d'atteindre des objectifs. Je me contenterai de cette simple définition pour commencer notre discussion. Un accompagnement donc, qui nécessite donc une transformation de soi. Nous verrons ce que peut recouvrir cette expression, en vue d'atteindre des objectifs qui peuvent être personnels, mais dans le cas qui m'intéresse, plutôt professionnels, puisque je me penche sur le coaching dans les organisations. On va voir peut-être aussi maintenant les origines du coaching. Il semblerait en effet que l'influence de mai 68 soit, je sais peut-être pas centrale, mais en tout cas intéressante à analyser, puisqu'il y a un refus des hiérarchies de plus en plus et on passe d'une verticalité à une horizontalité. Alors ça, vous parlez un peu de cette influence de mai 68 et puis plus tard, on va peut-être aussi aborder la distinction entre soumission librement consentie et l'ouvrage aussi de Yoann Chapoutot qu'on avait déjà cité, Libre d'obéir. Donc là, je vais citer la phrase peut-être qui peut être intéressant. Et ça, c'est de Baudrillard. L'ancienne servitude volontaire était celle d'hommes libres, usant paradoxalement de cette liberté pour se faire serfs. La nouvelle servitude volontaire est celle d'hommes obéissant à la sommation d'être libres. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire peut-être de cette inversion complète et puis aussi de ce passage de mai 68 qui a changé aussi peut-être nos Oui, rapports sur le monde du travail, dans le monde du travail? oui. Mais votre question comporte en réalité deux questions. Une question historique et généalogique, et l'autre plus sociologique, anthropologique. Euh, Elles sont liées. Elles sont liées, mais je vais les traiter de façon séparée pour être le plus pédagogue possible. D'un point de vue historique, alors d'abord, euh, je disais tout à l'heure que l'appréhension de la société managériale nécessite ou exige, selon moi, de se pencher dans l'étude précise des différents dispositifs, différents outils, différentes pratiques du management. Et à mon sens,
cette étude doit être généalogique. C'est-à-dire, d'où viennent ces outils? Sinon, on parle de façon trop abstraite sans avoir prise sur l'objet qu'on croit critiquer, en fait, et c'est un coup d'épée dans l'eau. Alors, comment avoir accès à une généalogie du coaching? Eh bien, je me suis servi des travaux d'une collègue, Sybille Persson en l'occurrence, qui avait conduit une enquête bibliométrique, c'est-à-dire analyser l'ensemble des références que les coachs utilisaient dans leurs propres ouvrages. Hein. Ça fait maintenant une trentaine d'années que les coachs, et notamment les formateurs de coachs, les coachs de coachs, écrivent des ouvrages qui servent de référence, et dans ces ouvrages, ils mobilisent des références. Quelles sont ces références? Bon. Ça, c'était le travail de ma collègue, que pour ma part, j'ai exploité dans une veine généalogique. C'est-à-dire que j'ai essayé de remettre en ordre ces références dans l'ordre historique de l'apparition, de leur contexte d'apparition. Et trois grands moments me sont apparus. Une fois éliminées, les références comment dire, de légitimation. Par exemple, quand les coachs font appel à Socrate ou à Freud, ce sont des références de légitimation et non pas des références qui servent à comment dire, établir une généalogie. Alors, ces trois grands moments, je vais les donner du plus ancien au plus récent, et cela fera la transition après vers votre deuxième question. La cybernétique, d'où la présence dans mon premier recueil d'un article sur les origines cybernétiques du management. Bon, pour le dire de façon un peu rapide, la cybernétique considère toute entité, que ce soit un individu, un groupe, une société, peu importe, comme un système qui interagit avec son environnement en traitant de l'information. Tout système se caractérisant par ce que les cyberneticiens appellent le comportement téléologique, c'est-à-dire par la recherche d'un but, c'est-à-dire l'efficacité en fait. Hein. La survie du système dépend de sa performance. Eh bien, en fait, le coaching applique cette démarche à l'être humain, comme en témoigne d'ailleurs la parution en 1956 d'un livre écrit par un chirurgien, Maxwell Maltz, intitulé Psycho-Cybernetics, donc la psycho-cybernétique, consiste tout simplement à appliquer ce schéma de la régulation à un niveau humain. C'est-à-dire que le perfectionnement de soi, dont je parlais tout à l'heure, qui sert à atteindre les objectifs, c'est un processus d'apprentissage qui passe par rétroaction, et donc élimination des actions inutiles et renforcement des actions productives. Ça, c'était le premier point. L'un des personnages qui m'a le plus intéressé dans cette galaxie, c'est Gregory Bateson, l'anthropologue Gregory Bateson, personnage fascinant, donc anthropologue, époux de Margaret Mead, qui était une autre anthropologue, ami de Norbert Wiener, qui a donné à la cybernétique son nom, agent secret pour l'ESS et ensuite à partir de 1947 pour la CIA, et donc menant des opérations de déstabilisation des populations asiatiques à partir de ses travaux en anthropologie, et créateur du Mental Research Institute en 1953, qui allait devenir, c'est le terme qu'on retient généralement, l'école de Palo Alto. L'école de Palo Alto qui développe des théories de la nouvelle communication, et notamment tout un savoir sur l'interaction entre deux individus. Et c'est précisément ce savoir de l'interaction qui va caractériser, disons, l'émergence d'une nouvelle forme de psychothérapie, se distinguant radicalement de la psychanalyse, et dont vont hériter les coachs. Et ce personnage de Bateson, on le retrouve encore, ce troisième moment, donc cybernétique, école de Palo Alto, le troisième moment, on va le retrouver au cœur d'un institut, l'Institut Esalen, créé en 1961 sur la côte californienne, qui est comme le dit Jean Vernet, qui écrit un que sais-je sur le sujet, qui est la Mecque, du New Age, la Mecque de l'ère du Verseau. On y retrouve notamment deux autres personnages assez connus, parmi d'autres. Abraham Maslow, dont tout le monde connaît la pyramide des besoins,
qu'on utilise aussi bien en marketing pour comprendre les besoins du client que en gestion des ressources humaines pour discerner la motivation des travailleurs, deux utilisations abusives et caricaturales évidemment. On y retrouve Carl Rogers, qui est le père de l'empathie, qui joue un rôle central dans le développement personnel et le coaching. Et puis bien d'autres personnages tout à fait savoureux. Et c'est dans l'Institut Esalen, notamment, que Bandler et Grinder vont fonder la programmation neurolinguistique en observant Fritz Perls, qui lui était le théoricien et le praticien de la Gestalt thérapie. Bon, bref, c'est toute une nébuleuse ici. Et tous ces noms-là, que je viens de citer, Perls, Bandler, Grinder, PNL, Eric Berne crée l'analyse transactionnelle, non pas à Esalen, mais à 20 km d'Esalen, au même moment. Ce sont les noms et les termes des pratiques qu'on retrouve dans l'approche bibliométrique de ma collègue. Donc si je dois cerner une origine au coaching, c'est le nouvel âge, la contre-culture californienne des années 1960, qui justement, d'un point de vue sociologique, et là je fais donc la transition vers la deuxième partie de votre question, d'un point de vue sociologique et anthropologique, se caractérise par la volonté de mettre fin à ce qu'on pourrait appeler, si je prends des termes contemporains, la société patriarcale. Société hiérarchique, capitaliste et patriarcale. Et donc vous voyez, d'ailleurs c'est intéressant parce qu'au même moment fleurit en France le mouvement de la déconstruction. Donc tout à fait autre chose, mais avec une même visée de mettre fin à l'ancien monde caractérisé par des relations guerrières et hiérarchiques. C'est l'ère du poisson, hein, je parle là en vocabulaire New Age, le poisson étant autre que le symbole du catholicisme. Donc ce n'est pas un hasard hein, si le poisson est choisi comme, donc c'est à la fois astrologique, mais également historique et ciblé. Et c'est donc l'appel à une nouvelle ère, appelée l'ère du Verseau, qui sera quelque part un retour au christianisme d'avant l'Église, c'est-à-dire d'avant l'institutionnalisation du christianisme, où les relations seront horizontales, égalitaires et sans médiation, des relations immédiates. Et donc pour cela, il faut créer des communautés parallèles. Ce sont les hippies qui vont porter ce projet aux États-Unis, mais on aura d'autres types de projets en France, tout à fait parallèles et similaires. Et donc mai 68 s'inscrit dans cette vague générale hein, de contestation du monde d'avant, au nom, alors 68, je vais être plus précis, une partie de 68, parce que la révolution ouvrière de mai 68 n'en avait que faire. C'est la révolution étudiante de mai 68 qui porte ce message. Je préfère quand même préciser. Et c'est de cet aspect-là de mai 68 que pourra éclore en France que Michel Clouscar, qui lui était marxiste, appela le libéralisme libertaire, hein, qu'on retrouve évidemment aujourd'hui analysé sous la plume d'un Michéa, par exemple. Donc, pourquoi est-ce que c'est important d'un point de vue sociologique et anthropologique? Parce que la remise en cause de la hiérarchie perturbe le fonctionnement des organisations, dans le sens où un ordre n'est plus jugé comme légitime. Or, le pouvoir devant s'exercer finalement d'une façon ou d'une autre, ça, j'ai envie de dire, il faut rester réaliste du point de vue de la philosophie politique, eh bien, il a fallu trouver d'autres recours que celui de la voie verticale pour faire aux individus ce qu'ils n'auraient pas fait sans l'intervention de quelqu'un. Et précisément, le coaching, ça c'est la thèse notamment de la sociologue Valérie Brunel, que j'exploite, que je reprends à mon compte, le coaching apparaît précisément comme l'une de ces voies détournées pour faire à autrui ce qu'il n'aurait pas fait sans l'intervention d'un tiers, mais sans donner un ordre, sans le recours à la voie hiérarchique. Et donc on voit de ce point de vue-là comment le coaching est en accord avec l'ère du temps, avec ce que Boltanski et Capello appellent le nouvel esprit du capitalisme, hein, qui est le capitalisme de la créativité, de la cognition, de l'entrepreneuriat, de la connectivité et du bien-être, évidemment.
Voilà, donc d'un point de vue historique et sociologique, ce qu'on peut dire du coaching, mais vous voyez bien que les 2 effectivement sont, 2 dimensions sont liées. Alors, on va aborder ce point qui est pour moi essentiel, hein, qui est celui du New Age, du coaching et cetera, mais dans un deuxième temps. Alors peut-être revenir sur le point, quelle est de la distinction entre une soumission librement consentie et le fait d'être libre d'obéir? Et peut-être, ça c'est une phrase que vous mettez aussi dans votre ouvrage, «L'enfer est pavé de bonnes intentions». Et ça, c'est une question aussi qu'on peut vous poser, c'est en quoi parce que, comme je l'ai dit, j'ai commencé un petit peu à me faire des vlogs, donc j'ai commandé une montre qui s'appelle Whoop, peut-être que vous connaissez, qui est connectée au bras, mais qui est des plus avancées, donc qui vous monitore de manière complète sur votre VO2 max, sur vos performances et cetera. Et donc, en quoi les discours sur le bien-être, l'écoute, l'épanouissement au travail sont-ils des mensonges au final? Puisqu'on comprend que le coaching est un instrument, de soumission et puis de formatage ou même d'employabilité, on l'avait déjà abordé dans le précédent, entretien. Alors en quoi l'enfer est-il pavé de bonnes intentions par rapport justement au coaching? Et en quoi est-il mauvais ou mal dans la société actuelle d'être la meilleure version de soi-même, hein, comme on dit souvent? C'est-à-dire, d'essayer que dire? De mettre en place certaines choses pour chaque jour être mieux, que sais-je, que ce soit au niveau sportif, que ce soit au niveau intellectuel, enfin de nos objectifs, hein, de nos targets, comme on dirait en anglais. Hem, Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à tout cela? Alors, premièrement, une critique, du système managérial et du coaching n'est pas une critique des managers et des coachs. Il faut à tout prix, distinguer, ces 2 perspectives. Hem, pour ma part, je soupçonne que, chacun essaie de faire du mieux qu'il peut. Il existe certainement des pervers. Il y a une perversion, systémique, mais qui n'est pas dépendante, de l'intention d'individus. Donc j'imagine que quand on est coach, c'est plutôt parce qu'on souhaite le bien des personnes qu'on va coacher et non pas parce qu'on leur veut du mal. Bon. Donc je ne mets pas en question les intentions des différents acteurs qui sont impliqués dans cette société, managériale. Il s'agit de montrer, d'une part, la structure, la nature, de cette société, de ces dispositifs, et d'autre part, mais ça c'est un engagement personnel qui m'est propre, en saisir ce que je crois être le vice, fondamental. Dans la mesure où, heu, elle a tendance à désubjectiver, à déshumaniser la société plus qu'à l'humaniser et à produire, à fabriquer des sujets, humains. Alors, question de la, soumission. Bon, pour, rester dans la continuité de la réponse à votre question précédente, l'impossibilité de recourir à la hiérarchie. Hiérarchie d'ailleurs qui suppose, pour qu'elle soit efficace, tout un système anthropologique qui la légitime et qui n'existe plus aujourd'hui. Donc l'impossibilité de ce recours, a créé l'exigence ou la nécessité du contrôle. Le contrôle s'est substitué à la hiérarchie. Le contrôle est immanent à l'activité humaine et il s'exerce sur le même plan. C'est pour ça qu'il est propre aux sociétés du réseau, comme la nôtre. Alors que la hiérarchie, elle, suppose une distinction de différents plans, au moins 2. Celui qui commande et celui qui obéit. Alors le contrôle, peut être mené par une personne, ou des dispositifs extérieurs. C'est le cas notamment, tous ceux qui travaillent, en entreprise ou dans des institutions, savent de quoi je parle, des tableaux de bord et des indicateurs. Les indicateurs, ce n'est pas un ordre, c'est une forme de contrôle du respect des normes. Autrement dit, Les c'est KPIs. voilà, exactement, tout à fait, pour parler anglais. Donc les indicateurs clés de performance. Cette forme de contrôle,
et donc de contrôle de conformité, au sens où le travailleur, alors qu'il soit, quand je parle de travailleur, ça englobe toutes les catégories, hein, je ne fais pas ici de différence entre le manager et l'ouvrier. Au sens où le travailleur est sommé d'atteindre des objectifs et même de les dépasser, d'ailleurs on est conforme quand on les dépasse. Euh, c'est le dispositif de la montre connectée que vous venez de décrire. Là, ce sont des indicateurs individuels. Alors, vous avez décrit ici des indicateurs qui ont trait au sport, mais c'est le temps de sommeil, c'est le nombre de calories consommées, enfin bref, on pourrait multiplier, c'est la luminosité ambiante, c'est la température, enfin, on peut multiplier. Donc en fait, le contrôle, c'est un scope permanent. Vous savez, quand le patient arrive à l'hôpital parce qu'il se sent mal, on réalise un scope, c'est-à-dire qu'on va prendre, on va le monitorer et on va prendre ses fonctions vitales, etc. Bon. Mais le contrôle, comment dire, évolue vers une forme de perfection quand il devient autocontrôle. C'est finalement quand il y a une intériorisation des normes et qu'on peut finalement se passer de ces dispositifs extérieurs. Alors, évidemment, on vit dans une société où les deux se superposent, hein, notamment parce qu'il y a tout un business du contrôle, donc de l'audit, etc. Donc on ne peut pas s'en passer comme ça. Mais le coaching fait partie de ces méthodes d'accompagnement qui favorisent l'intériorisation des normes comportementales attendues dans la société managériale. Alors quelles sont ces normes comportementales? La performance d'abord, hein, performance, efficacité. Finalement, nous trouvons un sens à notre vie quand nous atteignons nos objectifs. Et vous voyez, le coach peut être parfois subversif, je mets des guillemets à ce terme, mais au sens où il peut très bien entendre que le coaché trouvera son épanouissement non pas dans des objectifs professionnels, en tout cas pas ceux de son organisation, mais dans des objectifs beaucoup plus personnels, y compris par exemple se mettre à son compte, vous voyez. Et il va favoriser cela, mais il ne remettra pas en question la logique même que l'épanouissement procède de l'atteinte des objectifs, c'est-à-dire il ne mettra pas en question le dogme de la société industrielle qui est l'efficacité ou la performance. Autre comment dire, norme, la bienveillance, l'ouverture à autrui. C'est-à-dire que dans une société en réseau, l'ouverture, en fait, qui est la capacité technique à évoluer dans cette société en réseau, devient une valeur éthique. Vous voyez, c'est assez troublant comment finalement une société érige en valeur le simple fait de pouvoir vivre en son sein. Bon. Et le bien-être. Le bien-être qui d'ailleurs culmine aujourd'hui dans la nomination de responsable bonheur en entreprise. Hein, Chief Happiness Officer. Voilà. Alors ne rigolez pas, c'est dramatique. C'est un rire jaune. C'est certainement la pointe avancée du totalitarisme, c'est-à-dire de la prise en charge technoscientifique de la vie d'autrui. Ça me permet de faire un petit détour ou retour en arrière dans la philosophie utilitariste, qui me semble avoir beaucoup de liens avec ce que je viens de dénoncer. Alors, la philosophie utilitariste qui naît dans les Lumières britanniques, notamment sous la plume de Jeremy Bentham, et ensuite, un peu plus tard, au XIXe siècle, chez Mill, John Stuart Mill, est une doctrine politique et éthique qui place, comme son nom l'indique, l'utilité euh, au cœur ou comme critère principal de la décision et donc de l'évaluation de l'action. Mais ce qui est passionnant, c'est d'observer que Bentham définit l'utilité selon deux dimensions. Une dimension objective, qui est quantifiable, qui est matérielle, qui est facilement observable. Bon, on le dirait aujourd'hui, retour sur investissement. Hein, quand une entreprise décide d'investir dans un nouvel appareil productif, elle établit plusieurs scénarios et en fonction de calculs, de valeurs actualisées nettes, etc., choisit celui qui promet les meilleurs retours. Ouais, c'est quantifiable. Mais à côté de cette dimension évidente hein, dans le monde contemporain, Bentham définit l'utilité subjective qu'il assimile au bien-être,
le bien-être étant le fruit d'une opération arithmétique. Bentham parle lui-même d'une arithmétique des plaisirs. En fait, une soustraction, plaisir moins douleur. Voilà. Donc, j'agis si je compte retirer de cette action du bien-être, c'est-à-dire plus de plaisir que de douleur. Bon, et bien si je reviens à mon coaching, vous voyez qu'il est entièrement empreint de cette mentalité utilitariste, dans le sens où il cherche à la fois l'atteinte des objectifs, utilité objective, et le développement individuel, le bien-être. Réduit, réduit, encore une fois, à la quête du plaisir et à la diminution de la souffrance. Alors, par rapport à mon rire d'avant, c'était vraiment un rire jaune, hein, parce qu'il y a aussi le CPO, donc le Chief Print Officer, hein, donc ça aussi, c'est une caricature par rapport au monde actuel, c'est-à-dire le responsable de l'imprimante, par rapport au Chief Happiness Officer. Alors, il y a énormément de points. Tout d'abord, peut-être un premier point, ça c'est Olivier Rey qui en parle aussi très bien par rapport, heu, à la folie des grandeurs. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde de plus en plus vert, qui veut de l'écologie, mais à l'inverse, on produit des moteurs de plus en plus puissants. On est toujours vers la performance de manière assez ahurissante. On crée des voitures qui ont 2000 chevaux maintenant, alors qu'on peut plus rouler en ville. Enfin, il y a vraiment toute une schizophrénie par rapport à notre monde actuel. Et donc là, par rapport au bracelet que j'évoquais, qui nous monitorent complètement, hein. Là aussi, Le bracelet électronique, si vous me permettez. voilà, exactement. Si vous voulez, il vient répondre à un problème qui est, par exemple, une mauvaise nutrition, une mauvaise alimentation, un manque d'activité physique, qui est, je dirais, ce qui est quasiment un standard dans notre monde actuel. Donc en fait, en effet, cette volonté d'être la meilleure version de soi-même vient répondre aux problèmes d'une mauvaise société. Mais c'est vrai qu'on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'on n'essaie pas tout d'abord de régler le problème de la société plutôt que de, à chaque fois, essayer de combler. Je sais pas si c'est bien clair Si, comme, oui, oui. comme Alors ça, voilà. Peut-être c'est une critique. excusez-moi, Oui, je voulais juste attendez, je évoquer rebondis sur ce point-là qui est essentiel, parce que c'est une critique qui est largement menée par des sociologues du travail et des organisations, qui dénoncent dans le coaching une psychologisation des rapports sociaux et organisationnels. C'est-à-dire que plutôt que de s'intéresser à l'organisation du travail, qui est, sous l'ère managériale et industrielle, défectueuse. C'est-à-dire que la séparation entre la conception et l'exécution tue évidemment le sens du travail dans l'œuf. Et donc, on s'évertue à améliorer les conditions de travail, le bien-être, ou à accompagner les individus, etc., plutôt que de se pencher sur le cœur du sujet, à savoir l'organisation du travail, qui est, dans l'entreprise, peut-être le seul sujet véritablement politique, hein, qui devrait être soumis à une délibération collective. Donc, votre remarque, elle est justifiée, elle a fait l'objet de beaucoup de travaux, parce que cette psychologisation, non seulement évacue toute la dimension collective et politique des entreprises et des organisations de façon plus générale, également, on va dire, de la cité, puisque la managérialisation touche également l'État et ses différents ministères, mais en plus, elle provoque une héroïsation de la figure du manager. C'est-à-dire qu'on attend du manager qu'il soit la solution à tous les problèmes de l'organisation, et je précise en plus qu'en France, avec la tradition catholique qui place le pape au cœur de l'édifice de l'Église, héritage qui fait que nous avons aimé la monarchie, que nous l'aimons encore rétrospectivement, que nous sommes pour ces régimes présidentiels ou semi-présidentiels qui donnent beaucoup de pouvoir à une figure clé. Et bien cette héroïsation a encore plus de poids en France, à cause de cet imaginaire pontifical, hein, issu de la réforme grégorienne, ça on pourra y revenir, mais... Et donc, en France, nous sommes friands de toutes les formations possibles et imaginables à destination des managers qui vont résoudre tous les problèmes. Et cela les place dans une situation de stress assez incroyable. Vous voyez, je me mets aussi à la place des managers, j'en fais pas non plus que des diables et des pervers. C'est-à-dire qu'eux-mêmes subissent une pression incroyable,
comment dire, souvent, comme on dit, consument toute leur énergie psychique, hein, burn-out, consumés, brûlés à petit feu, et donc sont dans des situations psychiques d'assez grande détresse. Tout à fait. Alors là, vous parlez aussi enfin, vous citez les travaux de Sandra Bellier-Michel en Oui, 97 qui justement, parle des représentations du bon manager. oui, Alors si ça vous dérange pas, je peux peut-être citer un passage justement qui parle de je tout vous en cela. prie. Elle dresse ainsi 4 idéotypes du manager moderne, qui correspondent à l'image ancrée dans nos esprits. Le premier est le manager héroïque. Confiant, sûr de lui, il dirige son équipe de façon énergique tout en étant à son écoute. Il génère l'enthousiasme général par son sentiment de toute puissance. Tout est maîtrisable. Nous pouvons tout faire avec de la volonté. Il rejette l'intellectualisme, s'insurge contre le recul et la réflexion pour privilégier l'action spontanée. Il appelle en nous l'enfant qui sommeille, merveille de créativité, Oui. et de vitalité, et Ça, c'est participe. une allusion à l'analyse transactionnelle, hein, et au rôle de l'enfant. Exactement, peut-être, mais il y a tellement de points qui sont passionnants, notamment l'infantilisation sur le marché du travail qui est en lien avec cela, et participe ainsi à l'idéologie dominante d'un univers jeune et magique, le magique inhérent à la toute-puissance. Après, il y a le manager complexe, alors je ne vais pas tout lire, le manager philosophe, et Hum. puis je crois qu'on les a tous cités, donc il y en a 4. Oui, voilà, 4. Alors peut-être 2 autres points qui sont aussi intimement liés. On a souvent cité aussi dans nos entretiens Zygmunt Bauman, la vie liquide, l'indifférenciation. Donc là, il y a 2 choses pour moi qui sont très liées avec ce point, c'est le tutoiement et le vouvoiement. Alors le tutoiement, moi je suis en guerre contre le tutoiement, parce que c'est un instrument révolutionnaire, qu'il est bah, voilà, les révolutionnaires, c'est la chose qu'ils ont remis à l'ordre du jour, directement, c'est le tutoiement. Vatican II, la même chose, et on voit que sur le monde du travail, dans le marché du travail, le tutoiement est de rigueur, hein. On se tutoie entre supérieurs hiérarchiques, subordonnés, c'est bien vu. Mais par contre, quand on reçoit une lettre de licenciement ou, lorsqu'on est engagé ou lorsqu'on reçoit un avertissement ou que sais-je, c'est sur le ton du vouvoiement. Donc le retour au final à la hiérarchie revient très vite dès qu'il s'agit au final de formalités. Alors qu'est-ce qu'on peut dire aussi de ce tutoiement et de ce vouvoiement? Et l'autre partie de la question, par rapport à la vie liquide, entre l'indifférenciation entre vie privée et vie publique, où on essaye vraiment de conjuguer les 2 le plus possible, où maintenant on a la garderie, par exemple, pour les enfants sur notre lieu de travail, et cetera, et cetera. Alors, faut remonter aux origines de la société industrielle, chez Saint-Simon et ensuite chez Taylor, pour comprendre, l'importance du tutoiement, qui est tout sauf anecdotique en réalité. Je crois qu'on est au cœur du projet, industriel et managérial. J'ai déjà un peu dit tout à l'heure, mais Saint-Simon, on l'oublie assez souvent, notamment parce qu'il est contemporain de Hegel et parce que, celui qui fut son secrétaire pendant 7 longues années, Auguste Comte, est devenu finalement plus célèbre que lui. Mais Saint-Simon est l'auteur, certainement, avec Hegel, en même temps, d'une des premières philosophies de l'histoire. Alors, il y avait Condorcet avant, évidemment, mais l'une des premières philosophies de l'histoire, j'ai envie de dire, qui va dans le sens du temps, pour le coup. Au sens où il considère que la Révolution française n'a pas abouti, elle n'est pas allée assez loin. Pourquoi? Parce que ce sont des avocats qui ont fait la Révolution. Les avocats restent dans l'ordre de l'abstrait. Ce sont des métaphysiciens qui s'ignorent, finalement même des théologiens qui s'ignorent. Et il faut les remplacer par des hommes d'affaires. C'est-à-dire que de même que Newton a mis fin à la scolastique, que la science s'est substituée définitivement à la théologie dans l'ordre spirituel, dans l'ordre temporel, il faut que les hommes d'affaires et les ingénieurs, hein, d'ailleurs, Révolution française, première école d'ingénieurs créée, se substituent à ces légistes, à ces avocats. Pourquoi? Pour faire advenir cette société industrielle qui va enfin débarrasser de l'ancien monde fait de hiérarchie et de guerre, et donc établir
ce que Saint-Simon appelle l'association, hein, l'association fraternelle et universelle, c'est-à-dire le régime général de la coopération. C'est-à-dire la réalisation du christianisme primitif dans le travail. C'est-à-dire que c'est par l'activité industrielle que les hommes vont coopérer, devenir véritablement frères, sans la médiation, hein, de ce truc-là, l'Église, ni de l'autre truc-là, l'Écriture. C'est-à-dire rejet, vous voyez, de toutes les médiations, y compris celles qu'acceptaient encore les protestants, à savoir le livre, l'Écriture. Bon. Il y a des influences religieuses derrière, ça, j'y reviens pas ici. Ça se traduit dans le management scientifique de Taylor, un siècle plus tard, quand Taylor en appelle à l'amitié entre les managers et les ouvriers. Il appelle déjà même, si je le cite, à des relations de proximité. Vous savez, hein, on nous bassine les oreilles avec le management de proximité, en nous disant que c'est le dernier cri de la modernité, mais en fait c'est déjà, même dans le livre de Taylor, Les principes du management scientifique, paru en 1911. Et comment se traduit cette association universelle, cette fraternité, cette amitié, ce management de proximité? Mais par le tutoiement. D'autant plus que, pour les Américains, il n'y a pas de différence entre le tutoiement et le vouvoiement. Il y a Alors, le thou, oui, shakespearien. c'est pas dans l'anglais, si vous voulez, 19e, 20e siècle, utilisé couramment, dans un anglais littéraire, mais pas dans un anglais parlé. Donc la traduction en français, et pas qu'en français, j'imagine en allemand aussi, ou en italien, en espagnol, de cette proximité, qui n'est autre que donc cette proximité, ça c'est comment dire, le côté anti-marxiste, hein, de Taylor, c'est-à-dire cette proximité entre la classe dominante et les dominés, se traduit par l'utilisation effectivement du tu. Ça a une conséquence immédiate, c'est que le tu était réservé au collectif de travail, aux pairs. C'est-à-dire, dans une équipe, quand on travaille ensemble et qu'on se côtoie tous les jours, effectivement, on soude cette identité autour, entre autres, du tutoiement. C'est que les hiérarchiques, les managers, vivaient dans un autre monde qui n'est pas le nôtre, celui de notre communauté de travail, notre collectif de travail. Et donc on voit bien ici aussi comment le tutoiement est une façon oui, de tuer ces collectifs de travail, de les dissoudre, hein, dans des interactions généralisées, quels que soient les niveaux. Donc c'est un point, je crois, essentiel, et qui en plus, comment dire, est associé à un imaginaire, l'imaginaire jeuniste que vous avez cité tout à l'heure avec Sandra Bellier-Michel. On est dans le vent finalement quand on tutoie tout le monde. Le tutoiement de principe, et non pas le tutoiement comme résultat de la fréquentation quotidienne euh, de collègues. Maintenant, peut-être venons sur un autre point qui est celui de la transparence. Alors Mm. là, je vais vous citer. Le coaching est à l'âme ce que la pornographie est au corps. Obscénité de la mise à nu d'un homme, abolition du jeu au profit du sérieux de la vérité vraie, forme désenchantée de l'homme hyper réel. La production au détriment de la séduction. Le coaching semble ignorer que le développement de l'être, dans les différentes cultures et civilisations, est un processus médiatisé, ritualisé et initiatique. Au contraire, il se réfugie dans la réalisation immédiate et impérative d'un désir, revêtant ainsi une forme purement naturaliste. Le coaching fait partie de la culture de l'éjaculation précoce. Mm. Alors, on pourrait dire que vous y allez fort quand même par rapport à ça, Oui, mais moi je le comprends tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire peut-être avec cette transparence et en effet, cette phrase: «Le coaching est à l'âme ce que la pornographie est au corps». oui, alors peut-être deux propos en préambule, c'est que je m'étonne encore de ce que ce texte fut publié dans une revue scientifique. À la relecture, voilà une bizarrerie que je n'arrive pas à m'expliquer encore aujourd'hui. Et deuxième commentaire, c'est un passage qui est marqué par la lecture de Baudrillard. C'est-à-dire que tout le
registre transparence, pornographie, obscénité, hyper-réalité. Ici, c'est l'adaptation de la pensée de Baudrillard, à laquelle je suis très sensible, au cas particulier du coaching. Bon. D'où comment dire, le caractère un peu typé ici du vocabulaire qui est utilisé. Alors, la transparence, oui, la transparence. Dans la société industrielle, l'imaginaire dominant est celui du réseau. Le réseau, les infrastructures routes, mais ce sont les réseaux d'organisation, c'est le réseau Internet aujourd'hui. Bref, et dans le réseau, tout se situe sur un même plan. Il faut donc que chaque point soit ouvert aux autres points, et tout doit être accessible sans zone d'opacité. D'ailleurs, c'est intéressant, je ne sais pas si vous aviez entendu parler de cette revue d'ultra-gauche absolument géniale qui était publiée au début des années 2000, qui s'appelait Tikkun. Il y a eu 2 numéros, et un numéro qui s'appelait Zone d'opacité offensive. Voilà, il ne doit pas y avoir de zone d'opacité dans le réseau, c'est-à-dire que tout doit être transparent, y compris, je crois que le meilleur exemple c'est cela, dans l'architecture, d'où l'attrait pour le vert et les open space. Ouais. Alors après, on va justifier ça de façon New Age, parce que la lumière est énergétique. Donc tout s'articule de façon merveilleuse. Bon. Donc la transparence, c'est la condition de possibilité du fonctionnement du réseau, ou l'une de ces conditions de possibilité, hein, avec l'ouverture par exemple. C'est une condition de possibilité de l'âge de l'accès, pour citer Jérémy Rifkin. Hein, l'important, c'est non pas tel contenu, mais c'est d'avoir accès aux différents contenus. Et cette condition de possibilité est érigée, évidemment, en valeur, en norme. Et ce qui se passe dans le coaching, et là, peut-être qu'il faut maintenant préciser certains aspects techniques du coaching, notamment ce qui le différencie du conseil ou du mentoring, bref, d'autres formes d'accompagnement. Le coach est censé, en tout cas en théorie, ne pas intervenir. Il n'est là que pour reformuler des questions, générer ce qu'on appelle des effets miroirs, c'est-à-dire renvoyer au coaché l'image qu'il envoie aux autres. Mais le seul producteur de contenu, si je puis dire ça ainsi, c'est adapté à l'époque, le seul producteur de contenu doit être le coaché. De telle sorte qu'il doit se livrer au coach. Il doit s'évider intérieurement, il doit épancher sa subjectivité de façon à pouvoir entrer dans ce processus d'apprentissage que nous avons décrit tout à l'heure, en vue d'atteindre l'objectif. Et donc c'est ça que je trouve particulièrement obscène, c'est cette idée qu'il n'y a rien dans la subjectivité humaine qui ne soit exploitable en vue d'atteindre des objectifs. Et donc ça fait partie de ce que Günther Anders appelle la métaphysique de la révolution industrielle, hein, la métaphysique de la révolution industrielle, qui consiste à considérer le monde comme une mine à exploiter. Et donc finalement le monde comme un ensemble de ressources. Et bien dans ce cadre-là, la ressource est humaine, hein, donc le coaching fait partie des dispositifs de la gestion des ressources humaines. Et donc, il faut que tout, dans la subjectivité, soit exploitable et mis à disposition d'une exploitation productive. Même si elle est personnelle et source de production de ce que Bentham a donc appelé l'utilité subjective, le bien-être. Et donc c'est ce caractère-là que je trouve, en suivant Baudrillard, pornographique, la pornographie consistant à tout étaler, à tout voir et à tout instrumentaliser. Et finalement, à faire du sexe un signe, et non plus une réalité charnelle. Chers amis, petit intermède dans cette entrevue. Vous êtes nombreux, malheureusement, à ne pas être abonnés à la chaîne alors que vous visionnez du contenu qui visiblement vous intéresse. Donc je vous invite évidemment à aimer,
à commenter, à partager et surtout à vous abonner pour permettre d'agrandir notre communauté et de renforcer le catholicisme sur YouTube. Mille merci et très bonne suite d'entrevue. Abordons peut-être un autre point. On a abordé le tutoiement révolutionnaire. Euh, Maintenant, quel est le lien? Parce qu'à la page 74, il y a un chapitre que vous abordez qui est coaching et raison illuminée. Les Lumières pensent que l'homme, pour devenir homme en tant que tel, doit devenir autonome grâce à l'usage de sa raison, de sa faculté critique, qui lui permet d'éviter de tomber dans le piège des illusions. Alors, quel lien peut-on faire, outre le tutoiement abordé précédemment, entre le coaching et les Lumières? Alors, bon, vous l'avez, finalement, vous avez déjà répondu à la question en donnant cette citation. Donc, je vais dans un premier temps insister sur les liens, mais montrer également que le coaching, finalement, avec le recul, me paraît plus post-moderne que moderne, s'il faut maintenir une distinction entre ces deux époques. Bon, c'est discutable, mais disons, faisons ainsi. L'idéal d'autonomie caractérise les Lumières autant que le coaching. Alors, souvenez-vous, les Lumières, c'est principalement Kant. Ici, par rapport à l'idéal d'autonomie, hein, c'est principalement Kant. Les années 1780, l'apparition de la critique de la raison pure, qui situe le sujet comme la source de la connaissance. Donc là, c'est l'autonomie épistémologique. Et ensuite, plus tard, la critique de la raison pratique, qui situe comment dire, l'origine de la morale dans le sujet. Donc ici, c'est l'autonomie morale. Et il y a même, dans la critique de la faculté de juger, cette fois-ci dans les années 1790, 1793, une autonomie reconnue aux organismes vivants, autonomie biologique, organisme autofinalisé. Et donc, dans tous les cas, qu'il s'agisse du savoir, de la morale ou même de la vie, l'idée générale, c'est la suppression de toute hétéronomie, c'est-à-dire de tout ordre qui pourrait être soit antécédent, soit transcendant. Donc antécédent, nous héritons du passé, un ordre que nous transmettons par la tradition aux générations qui suivent. Transcendant, nous recevons ci-bas un ordre venu du haut. Un ordre cosmique, un ordre moral, peu importe. Et peu importe aussi la forme de la transcendance. Donc l'autonomie consiste à s'émanciper d'une tutelle, d'un joug, de façon à se doter de ses propres lois. Autonomos. Bon, bah évidemment, dans le coaching, on retrouve cet idéal d'autonomie, puisqu'il s'agit, par ce jeu de miroir, de reformulation, de faire prendre conscience à l'individu coaché de son potentiel, de ses qualités, mais également de ce qu'on appelle ses croyances limitantes, de façon à ce qu'il puisse accomplir ses objectifs et, accomplissant ses objectifs, s'accomplir lui-même. Donc on retrouve bien cet idéal d'autonomie. On retrouve également l'idéal de progrès, l'idéal d'une perfectibilité de la nature humaine, défendu par Rousseau, cette fois-ci, est évidemment au cœur de l'apprentissage en jeu dans le coaching. Maintenant, tout ceci étant posé, il reste que les Lumières, en tout cas ces Lumières-là, celles du XVIIIe siècle, allemandes et françaises, je ne parle pas ici des Lumières britanniques, qui justement ont créé l'économie politique, l'utilitarisme, etc., mais ces Lumières françaises et allemandes visaient dans l'autonomie un au-delà de l'autonomie, quelque chose encore de l'ordre du bien, comme, si vous voulez, comme une nostalgie de ce qu'ils avaient tué, pour le dire ainsi. Un horizon qui dépassait le simple être humain, et la raison qu'ils maniaient n'était pas purement opérationnelle, elle n'était pas purement utilitaire. C'est-à-dire que il n'y a pas dans le coaching une raison critique qui pourrait critiquer le coaching, si vous voulez.
alors que cette raison critique, elle est au cœur des Lumières. Hem, la seule visée du coaching, c'est l'adaptation à la société en cours, hein. C'est apprendre pour pouvoir s'adapter à cet univers, mouvant, atteindre ses objectifs et cetera. Il y a un idéal d'humanité quand même dans les Lumières, même si on ne le partage pas, on ne peut pas nier qu'il y a quelque chose de l'ordre, de l'élévation, hein. Donc il y a à la fois une continuité avec, l'idéal des Lumières, mais également une perversion de cet idéal, une dégradation dans une raison purement opérationnelle, utilitaire, pornographique, comme on vient de le dire avec, Baudrillard. Donc voilà, un héritage contrasté qui, pour moi, tient au passage de la modernité et la postmodernité. Vous avez cité Zygmunt Bauman, lui-même faisait la différence entre une modernité dite solide, quelque part, malgré le refus de l'hétéronomie subsiste que Lyotard, qui a écrit La condition postmoderne, appelait des pôles de stabilité, l'État, la famille, voilà, malgré la transformation, bon, bah, restaient encore des référents. On pouvait s'y raccrocher. La deuxième phase, que Bauman appelle liquide, modernité liquide, elle, non seulement a liquéfié et liquidé toutes ces institutions modernes, mais ne les a pas remplacées et n'a pas vocation à les remplacer, de telle sorte que l'individu est pris dans un mouvement constant d'adaptation dans cet univers mouvant, et que le coaching, comprenez, s'inscrit dans ce contexte-là, qui n'est pas celui du XVIIIe siècle. On a abordé brièvement maintenant les Lumières françaises, vous avez aussi évoqué les Aufklärung allemandes. Maintenant, il y a aussi une influence qui est quand même assez importante, c'est celle du monde anglo-saxon et elle se retrouve dans le vocabulaire. Alors, driver, coaching, feedback, manager, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Enfin bref, il y a les KPIs qu'on évoquait récemment ou même tout simplement de manière assez incroyable, on va luncher, hein, Ah oui, on va pas oui, déjeuner, on va luncher. oui. Donc Benchmarking, voilà, exactement. Heu, re-engineering, voilà, parce qu'on avait évoqué aussi dans notre précédent meeting, entretien enfin les bref, meetings, exactement, les meetings, avec le tutoiement, «Je te mets un meeting», enfin bref, voilà. catastrophique. Alors dans le précédent entretien, on avait abordé la particule indo-européenne du «st», donc ST, donc to stand, to stay, et cetera, stehen en allemand. Maintenant, par rapport à ce monde anglo-saxon, qu'est-ce que ça révèle? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Et en quoi c'est un problème, surtout au niveau de la langue, par rapport tout d'abord à notre monde, francophone, mais aussi plus largement à notre certaine manière américanisation du monde du travail? Mmh. Oui, alors c'est pas qu'un problème de langue, effectivement. La langue, comment dire, fait apparaître, des enjeux anthropologiques, c'est le titre du livre, qui tiennent précisément à l'hégémonie, des États-Unis, exercée dans et à travers le management. Ma thèse est simple, donc là on sort, hein, du livre, donc finalement on replace ce livre consacré au coaching dans le cadre plus général de la pensée que je développe. Ma thèse, c'est que le management au sens strict, c'est-à-dire que si je m'attelle à une généalogie du management, c'est pour le circonscrire et le définir de façon stricte, de façon d'ailleurs à pouvoir envisager d'autres modes d'exercice de responsabilité que ce qu'on appelle management. Et donc, oui, je viens sur le vocabulaire, je fais une petite parenthèse, j'ai même pas terminé ma phrase, mais c'est pas grave, je fais une petite parenthèse. C'est que la victoire du management, alors on la remarque d'abord au fait que ça se prononce management de façon courante, mais surtout qu'on applique le terme à tout exercice de responsabilité, indifféremment. Voilà. Hein, dès que finalement je dirige une équipe, je suis un manager. Cette association-là témoigne de l'hégémonie culturelle américaine. Bon, on va y revenir. Donc, parce que ma thèse, c'est effectivement que d'un point de vue généalogique, anthropologique, philosophique, le management de facture, anglo-saxonne et plus encore américaine. Saint-Simon a rédigé sa pensée industrialiste sous l'influence de son voyage aux États-Unis. Il était aux côtés de Lafayette au début des années 1780 aux États-Unis. Il était fasciné par l'expérience des Quakers en Pennsylvanie.
les Quakers faisant partie de la seconde vague d'émigration après les puritains, hein, des États-Unis, et donc faisant partie de ces sectes protestantes qui ont fui l'ancien monde, le vieux monde. La rhétorique, hein, de l'ancien monde était déjà présente à ce moment-là. Euh, L'ancien monde qui regroupait à la fois les catholiques et les protestants. C'est-à-dire que ce sont des sectes protestantes qui ont fui les protestants et les catholiques, rejetant toutes les médiations. Alors déjà, évidemment, avec le protestantisme, il y a eu, à travers la suppression d'un certain nombre de sacrements, 5 si ma mémoire est bonne, la suppression d'un certain nombre de médiations, la critique de l'institution ecclésiale, du magistère, etc. Mais il restait encore 2 sacrements, dont le baptême et le deuxième, je ne me souviens plus, et l'écriture. Et l'écriture, qui restait comme socle de la foi protestante, c'est d'un accès direct à Dieu. Mais il n'est pas si direct, finalement, cet accès, puisqu'il y a encore le livre. Bon, les puritains, les Quakers, eux, se sont débarrassés de tout cela au nom d'une expérience intime et directe avec Dieu. C'est ce que les Quakers appelaient l'étincelle divine, hein, qu'il s'agit ensuite de répandre. D'où l'évangélisation qui caractérise le christianisme américain. Taylor lui-même était un Quaker, a grandi en Pennsylvanie. Donc il y a là une source théologique fondamentale qui pense l'organisation de l'activité humaine sans corps intermédiaire. Sans corps intermédiaire. Sans médiation. Hein. Bon, bref, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais donc, le primat qui est donné à l'interaction immédiate, par exemple à travers les formations destinées aux managers sur l'adaptation de sa posture en face des différents profils psychologiques de son équipe. Oui, on peut se dire, en fait, bon, bah, c'est rudimentaire, en fait. Finalement, le chef, il doit s'adapter à l'individu qui est en face de lui. Bah non, en fait, c'est pas rudimentaire. C'est le fruit d'un mode de pensée qui pense que l'activité collective est directement réglée par les interactions directes entre les individus, et donc par l'adaptation des uns aux autres. Et ben, ce mode-là, c'est la reproduction dans l'immanence, sur le plan des affaires humaines, de la relation que les puritains et les quakers ont développée avec Dieu, c'est-à-dire une relation immédiate, sans médiation. Et tout le management se déploie depuis ses origines comme le modèle de la coopération immédiate. Bon. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui gouvernance, c'est ce qu'on appelle, vous voyez, et qui ne concerne donc pas que les seules entreprises, mais il s'agit de repenser aussi l'ensemble des relations internationales à l'aide de ce modèle de pensée. Et donc, quand on introduit du management au sens strict, et on l'introduit toujours à travers des outils particuliers, hein, d'où mon attention à tous ces outils qui peuplent les organisations. Donc, quand on introduit du management dans des institutions françaises, mais aussi dans des entreprises françaises, hein, qui avaient pour modèle l'armée et les ministères, c'est-à-dire le modèle administratif, eh bien, se produit un choc anthropologique, une rencontre des cultures, une rencontre houleuse, conflictuelle des outillages mentaux, des modèles mentaux, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, la France est héritière du centralisme pontifical, hein, qui a été reproduit à travers la monarchie puis la République. Il y a à la fois des ruptures historiques mais des continuités, notamment l'imaginaire du centre en France est absolument présent, prégnant. Eh bien, l'introduction du management crée des heurts, et la façon qu'a le management d'appréhender ce conflit anthropologique, c'est encore une fois de le psychologiser sous la forme de la résistance au changement. Vous comprenez? La résistance au changement qu'on nous sert à toutes les sauces, hein, c'est-à-dire que les gens ont peur, ils veulent pas changer, enfin, etc. Ils veulent pas sortir de leur zone de confort. Ça, c'est encore, oui, c'est pas anglais, mais c'est très, très managérial comme expression, la zone de confort. C'est Donc on anglais à la base. psychologie, voilà, on psychologise, hein, on psychologise ce qui relève en réalité d'une guerre de civilisation, hein. C'est-à-dire de l'exercice d'un soft power, qui est le soft power américain, à travers une dimension qu'on ignore, hein. On a en tête Hollywood, on a en tête les jeans, etc., le McDo, on a en tête tout ça. On n'a pas en tête que l'organisation du travail
peut être vecteur d'influence géopolitique. Oui, ben, enfin, comment dire, je comprends très bien en tout cas, enfin, moi je le vois plutôt d'un aspect religieux, théologique, à quel point aussi ça a un effet. On va l'aborder maintenant, mais enfin, c'est pas le sujet, mais en tout cas, il semble de manière assez visible qu'il y a une nouvelle religion universelle qui est en train d'être imposée, qui est ce qu'on appelle le noachisme. Mais on voit aussi une nouvelle religion s'imposer dans le monde du travail et on voit que ça touche tous les domaines de l'individu, l'aspect religieux, l'aspect politique, l'aspect familial, mais aussi l'aspect professionnel. C'est-à-dire que vraiment ça s'infiltre partout, si j'ose dire. Par rapport à ce prochain point du New Age, parce qu'on Oui. l'a évoqué un petit peu au début. Alors je vais citer la page 117 de votre ouvrage. Perspective historique et philosophique, qu'est-ce que le New Age? Le Nouvel Âge, s'il émerge dans les années 60, n'en possède pas moins des racines plus lointaines. Pour s'en limiter à la fin du 19e siècle et au début du 20e, Jean Vernet cite le spiritisme d'Allen Kardec, l'occultisme d'Eliphas Lévy et de Papus, la société théosophique de Madame Blavatsky et du colonel Olcott, puis d'Alice Bailey, d'Annie Pesant et de Jiddu Krishnamurti et de Rodolphe Steiner. L'ésotérisme de René Guénon. Michel Lacroix cite les mêmes noms. Quant à Massimo Introvigne, il propose un travail généalogique plus conséquent. Les noms précédents apparaissent, mais l'auteur inclut également le christianisme ésotérique, Swedenborg par exemple, le néopaganisme, la Wicca ou néo-sorcellerie, l'ufologie et l'astrologie. Alors l'ufologie, c'est les soucoupes volantes, hein, n'est-ce pas? Je pense que c'est plus présent aux États-Unis qu'en Europe, quoique. Alors, vous avez aussi cité au début d'entretien Bateson, proche de Norbert Wiener, qui était un agent de l'OSS et ensuite de la CIA, etc. Quel lien y a-t-il entre les sociétés secrètes, l'occultisme, le New Age, on l'a évoqué, et le coaching? Parce qu'il semblerait quand même qu'il y ait des liens assez étroits entre tout cela. Enfin, ce n'est pas anodin si vous citez tous ces auteurs et le New Age en particulier. Mmh. Donc les citations que vous donnez font état de mon travail généalogique ou archéologique. Autrement dit, mon propos n'est pas sociologique, et donc je ne parle pas ici de la possible appartenance des coachs contemporains à des groupes occultes, sectes, etc. Non, non, bien sûr, mais c'est pas ce que je dis, hein. Alors, oui, oui, non, mais je n'ai j'ai pas dit que vous avez dit ça, Oui, oui, non, mais mais je me permets de rajouter quand même pour clore ce point que le coaching fait l'objet d'une surveillance de la part de la Miviludes, qui est, disons, la commission interministérielle en charge de la lutte contre les sectes. Et donc, il y a une vigilance, notamment parce que certains vont se réclamer de l'énéagramme de Gurdjieff, ou alors de l'anthroposophie de Rudolf Steiner que vous avez cité, et que d'un point de vue institutionnel, je ne me prononce pas ici sur le fond, ici je restitue le système légal français, ces mouvements-là sont considérés comme des sectes. Voilà. Là, c'est un terrain sur lequel je ne m'aventure pas parce que ça ne relève pas de mon champ de compétences. En revanche, du point de vue de l'histoire des idées, une fois que j'identifie la généalogie du coaching à travers donc le New Age, l'école de Palo Alto et la cybernétique, eh ben, vous savez, l'enquête historique, elle n'a pas de fin. Et donc, les racines plongent toujours plus profondément. Et donc, on va en chercher, on va creuser. Et puis, eh ben, on tombe effectivement, comme vous l'avez dit, sur les mouvements occultes, divers et variés. Divers et variés. Si il y a un point commun, à mon sens, à ces mouvements, c'est la critique de l'institution.
C'est une obsession pour moi. C'est vrai que je ne l'ai pas encore dit aujourd'hui, mais comment le management opère en transformant les institutions en organisations. C'est-à-dire en transformant des ensembles normatifs adossés à une structure symbolique anthropologique en des systèmes qui fonctionnent. Voilà, une transformation des institutions euh, politiques, religieuses et même économiques. On peut considérer que l'entreprise fut une institution économique avant d'être transformée en organisation par l'introduction des méthodes de management. Et donc, dans l'ordre religieux, l'institution de référence, c'est l'Église, hein, en Occident, en Europe, particulièrement dans les pays latins et catholiques, l'Église est l'institution, c'est-à-dire c'est l'Église qui fait la liaison, l'entre-deux, l'intermédiaire entre la terre et le ciel. Il n'y a pas d'accès direct, ce qui quelque part serait une forme de démesure, hein, on peut juger ainsi, du croyant à Dieu. Bon. Eh bien, tous ces mouvements dont on parle, le Nouvel Âge, l'occultisme, alors je laisse de côté l'ésotérisme de René Guénon, ça c'est vraiment autre chose, mais le spiritisme, tous ces mouvements-là ont un point commun, malgré leur diversité, c'est ils veulent élaborer un accès direct à l'invisible, sans passer par la médiation de l'institution. Et donc c'est pas étonnant qu'à un moment donné tout cela converge, que les forces anti-institutionnelles convergent vers le management et le New Age. Un exemple, c'est que l'un des introducteurs du spiritisme dans les années 1850 en France, Jean Régnier, était un saint-simonien convaincu. Et il pensait pouvoir donner au nouveau christianisme que Saint-Simon appelait de ses voeux le visage, si vous voulez, des tables tournantes, des esprits, etc. Donc, ce n'est pas... et d'ailleurs, je signale l'excellent livre de Philippe Muret hein, sur le 19e siècle à travers les âges, dans lequel, bon, si les auditeurs ou spectateurs ne connaissent pas Philippe Muret, je recommande vivement non seulement ces ouvrages, on va dire, les plus médiatiques, mais aussi cette étude approfondie sur le 19e siècle, dans lequel Muret montre qu'il n'y a pas de socialisme scientifique et rationnel sans occultisme, les deux formant quelque part un système. Et c'est là que, si je me permets d'aller un peu plus loin, c'est qu'on voit poindre d'ailleurs le paradoxe des Lumières ou de la modernité de façon plus générale, c'est que même une société rationnelle, ou qui se prétend rationnelle, fondée sur la raison, en vue de la raison, ne peut se passer quelque part d'une dimension spirituelle. Même si elle ne prend plus la forme du catholicisme ou du protestantisme, etc. Le fond de l'histoire est religieux, c'est les fameuses deux cités de Saint-Augustin. Oui, oui, mais alors ça, c'est le discours anthropologique qu'on peut tenir sur la société moderne, qui, elle, ignore cette dimension anthropologique. Elle ignore sa propre foi dans la raison, si vous voulez. Mais la raison elle-même est l'objet d'une croyance. On va aborder encore 2 points, comme ça c'est parfait par rapport à notre sujet actuel. On évoquait à l'instant un peu l'occultisme, la foi, ou même les spiritualités de manière générale, hein, parce que j'ai fait une entrevue avec Roland Thévenet sur le bouddhisme, et on voit en fait tout à fait l'influence des spiritualités orientales qui sont venues de la Californie. On citait aussi dans l'émission, par exemple, Maxime Le Forestier avec San Francisco, cette fameuse chanson Oui, oui, tout à fait. des hippies, et puis lui il faisait aussi le lien avec tout simplement la Silicon Valley. La Oui. Silicon Valley qui est le temple ou la capitale de tout cela. Et Alors, si vous me permettez, à ce sujet, Fred Turner, qui est un sociologue canadien, si je ne dis pas de bêtises, québécois même, ce sera plus précis, a mis en évidence que la cyberculture provient de la contre-culture. C'est-à-dire que d'un point de vue biographique, ce sont d'anciens hippies qui ont créé les premières entreprises de la Silicon Valley dans les années 80.
Et donc il y a un livre qui s'intitule, donc, que Fred Turner a écrit, qui s'intitule Aux origines de l'utopie numérique, qui décrit dans le détail ces trajectoires. Donc là, il y a à la fois un lien d'histoire des idées, mais un lien beaucoup plus charnel. Ce sont les mêmes personnages qui furent des hippies et des entrepreneurs à Silicon Valley. Tout à fait. D'ailleurs, vous évoquiez, enfin, la thèse de Roland Temnet, qui est aussi la mienne, c'est que le bouddhisme était un instrument de subversion du catholicisme pour détourner les personnes justement du catholicisme, et puis de les entretenir dans le bien-être. On le voit d'ailleurs avec le yoga, hein, qui est une pratique aussi très courante dans le monde actuel. Euh, Maintenant, j'ai oublié mon point, mais qui va revenir peut-être plus tard. Euh, N'y a-t-il pas un paradoxe dans les sociétés laïques, notamment les nôtres, hein, où on nous répète, je crois, à peu près 2 fois, 3 fois par jour, la laïcité de 1905, à avoir une forme de religion, hein, qui est cette nouvelle religion managériale qui est imposée dans le monde du travail de manière quotidienne et qui, au final, ne dérange personne. Où personne semble se rendre compte qu'ils sont dans une forme de religiosité oui, de leur job. D'ailleurs, c'est un autre anglicisme qu'on n'a pas évoqué. Oui, ben, comme je le disais précédemment, euh, aucune société ne peut construire un système normatif qui assure sa pérennité, hein, c'est-à-dire l'enchaînement des générations, sans s'adosser à une légitimité, c'est-à-dire à une référence fondatrice, un scénario fondateur. Et le contact ou comment dire, l'emboîtement entre la légitimité et la normativité s'effectue toujours par un entre-deux, qui est le monde des institutions, quelle que soit la civilisation. Alors précisément, la société moderne et la société industrielle se sont construites dans l'illusion ou l'utopie de pouvoir se passer de cette instance de légitimité et donc du monde des institutions. Et donc de pouvoir intégralement conduire l'histoire sur le plan de l'immanence, puisque les êtres humains sont rationnels et qu'ils se sont débarrassés de toutes leurs croyances. Bon. Et donc là, on voit bien, comme vous dites, c'est un paradoxe, mais je crois qu'il devient de plus en plus évident. Euh, Par exemple, la critique du progrès aujourd'hui se répand aussi bien d'ailleurs, alors je n'adhère pas trop à ces classifications, mais je vais dire à droite qu'à gauche, euh, c'est que la société moderne a produit ses propres croyances, ses propres dieux, ses propres idoles. Euh, la société managériale, par exemple, dans la célébration des cultures d'entreprise, organise de véritables liturgies, des cérémonies. Je crois que beaucoup de personnes en sont conscientes. Je crois que beaucoup même sont, comment dire, perturbés par ce fonctionnement sectaire. Beaucoup de formations, non seulement au management, mais aussi finalement à la prise de parole, des choses assez élémentaires et qui concernent des employés. Beaucoup de formations sont ressenties justement comme étant, comme relevant d'approches partiellement sectaires. Discutez autour de vous, vous vous rendrez compte qu'il y a quand même une conscience assez répandue de cette religiosité du monde managérial. Et Euh, oui, excusez-moi, mais c'est vrai que d'ailleurs, on pourrait évoquer cette nouvelle Sainte Trinité. Hein, non, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et alors, maintenant, on pourrait évoquer, alors évidemment, comme je suis catholique, je ne vais pas non plus trop blasphémer, mais par rapport au monde du travail, c'est ESG, environnement, social, gouvernance, qui est un peu cette nouvelle Sainte Trinité dans le monde du travail, et qui n'est pas sans lien avec le point maintenant dont je viens de me souvenir, qui est celui de l'écologie aussi, parce que vous évoquiez les open space, l'écologie qui est aussi très présent, l'égalité, et puis la forme d'antispécisme qui est aussi très présent, par exemple, dans les religions, enfin, dans les spiritualités orientales, et avec oui, tous ces promoteurs de ce, comment dire, du bouddhisme, entre autres, ou du New Age, sont aussi très empreints de ce genre de thèses oui, et de pensée. oui.
Peut-être un mot sur le bouddhisme avant de répondre. Moi, je 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 parlerai du bouddhisme, importé, Mmh. parce que, Bien sûr. je ne suis pas sûr que le bouddhisme, tel qu'il est, pratiqué, ou le yoga, pratiqué aujourd'hui en Occident, en France, soit vraiment le reflet du bouddhisme, tibétain ou bon. Par contre, si les, évangélistes du nouvel âge ont importé le bouddhisme, c'est évidemment parce que c'est une spiritualité sans institutions et sans médiation. Donc il y a effectivement, vous voyez, donc c'est une récupération stratégique, mais de la même façon que Abraham Maslow a construit sa pyramide dans l'observation de la spiritualité des Indiens du Mexique. Vous voyez, donc là on n'est pas en Asie. Ce qui est recherché à chaque fois, donc c'est pour ça que j'insiste sur ce trait, ce sont des spiritualités sans médiation. Voilà. Et donc, largement, comment dire, individuelles, et possiblement déritualisées. Bon, encore qu'il faudrait... bon. Dans la société managériale, l'entreprise est l'organisation de référence. Donc il faut prendre acte que toutes les autres communautés, collectivités, entités sociales prennent l'entreprise pour modèle, mais aussi que l'entreprise est à l'origine de bien des mouvements sociaux. On a encore tendance, parce qu'on écoute trop les médias, et que bon, bah, les journalistes ne sont pas au niveau, évidemment, à considérer que ce sont les mouvements sociaux ou les politiques, les hommes politiques qui sont à l'origine des modes, des courants, etc. Et en fait, on ne se rend pas compte que les entreprises multinationales sont en fait à l'origine de beaucoup de nos des pratiques sociales qu'on observe. Par exemple, la promotion de la diversité. La promotion de la diversité qui, alors avant, se faisait au nom de l'égalité entre les hommes et les femmes, et maintenant va jusqu'à l'acceptation de l'idéologie LGBTQIA+. La promotion de l'intelligence artificielle. Effectivement, comme vous l'avez souligné, l'écologie. Bon, avec évidemment discours qui ne tient absolument pas compte des conditions matérielles du système dans lequel on vit, qui est énergivore comme jamais il ne l'a été, mais bon, peu importe. On n'est pas à une contradiction près. Et donc tout cela, en fait, toutes ces dimensions-là, et ce serait l'objet d'une autre émission, renvoient fondamentalement à la matrice cybernétique du monde contemporain. Parce qu'il s'agit d'envisager l'entreprise, la nature, l'être humain, etc., comme des systèmes de traitement de l'information. Hein. Là, il y a vraiment une source commune qui se situe dans ce mouvement cybernétique que je crois décisif pour comprendre les temps contemporains. Un dernier point et nous conclurons. Oui. Je vais vous citer la page 84. Le crime parfait du coaching, c'est sa sympathie, consciente ou non, avouée ou non, pour les idées de totalisation, de vérification, de perfection, de solution finale, d'identification de l'homme à lui-même. Ce sont également les idées de calcul, d'opérationnalité ou encore de comptabilité existentielle. Le coaching, en fin de compte, est une simulation de développement personnel destinée à adapter l'homme à un simulacre de réalité. En conséquence, le coaching se situe dans le refus de l'altérité radicale, dans le déni de l'antagonisme du conflit, dans l'oubli de l'incertitude, dans l'amnésie de l'ambiguïté, autant d'éléments qui donnent du sens à ce que l'on pourra désigner par le terme de destin. Si donc le coaching réalise le crime parfait, sa victime est bien le destin. Alors, deux questions en une. Quel serait le contre-modèle heu, qui permettrait, alors évidemment ça peut-être ce sera encore une autre émission, mais peut-être en quelques mots, le contre-modèle ou une solution pour sortir un petit peu de ce problème de cette destruction de l'anthropologie à cause du coaching, et qu'avez-vous voulu dire avec ce terme de destin? Sa victime est bien le destin, avec un D majuscule d'ailleurs. Alors,
Je n'ai pas de contre-modèle à proposer. Mon travail consiste, c'est un peu la porte d'entrée de notre entretien, donc c'est très bien, la boucle est en train de se boucler, à essayer de comparer le type d'homme qui est produit par le coaching à celui qui peut être produit par d'autres civilisations ou qui a été produit par la France, l'Europe ou l'Occident dans les siècles précédents. Et de voir que ce qui était pris en charge par des communautés, prise en charge par de multiples participations, hein, par la participation de l'individu à de multiples corps intermédiaires, qui étaient le voisinage, la paroisse, la corporation, le village, etc. Ou si j'étais chez les Grecs, le domaine et la cité. Bah, tout cela est désormais finalement délégué, décentralisé, on pourrait presque dire, à l'individu lui-même, qui doit apprendre à apprendre. Vous voyez, c'est encore une expression qu'on n'a pas, qu'on n'a pas citée, mais qui est absolument clé, qui doit apprendre à apprendre. Processus d'amélioration continue sans fin. Hein. Amélioration continue pour clin d'œil évidemment au mouvement de la qualité totale, hein, qu'on déploie aujourd'hui dans toutes les organisations, et pas que dans les ateliers. Bon, la situation est la suivante. Je crois qu'on a déjà un peu parlé ensemble, mais je considère que nous vivons depuis, si ce n'est la Première Guerre mondiale, mais peut-être certainement depuis la Révolution industrielle, une ère post-politique. C'est-à-dire que nous n'avons pas assisté à un changement de structure politique, comme par exemple l'État a pu se substituer à l'Empire, ou comme l'Empire, je pense ici au cas grec, a pu prendre la suite ou avaler les cités. Je pense que ce n'est donc pas la structure ou l'entité politique qui a changé avec la révolution industrielle, mais le politique en tant que tel qui a été supprimé, absorbé par le technique. Et d'ailleurs, la délibération a cédé la place à la prise de décision. Decision making, nous disent les Anglais. Et le decision making, pour les Anglais, c'est du problem solving, c'est de la résolution de problèmes. Donc vous voyez, le technique ou le technoscientifique, pour moi, a balayé le politique. Bon. Ce qui fait que nos mots actuels, on a identifié peut-être un d'entre eux aujourd'hui, ne peuvent pas, selon moi, recevoir en l'état actuel de solutions politiques. D'où la tentation évidente du repli sur l'individu. D'ailleurs, je note le parallèle, c'est que les grandes philosophies politiques de Platon et d'Aristote ont été écrites pendant que la cité grecque rayonnait. Les philosophies éthiques qui ont succédé à ces philosophies-là sont des philosophies de l'Empire, c'est-à-dire quand le cosmos politique a éclaté. Ben, nous retrouvons une situation parallèle où l'individu va chercher en lui les ressources pour surmonter les difficultés de l'époque. Et donc le piège, c'est effectivement de voir dans le développement personnel et le coaching une éthique qui serait en mesure de nous aider à supporter ces temps difficiles. Alors même qu'on est là au cœur de la dynamique contemporaine. Donc la question, si vous voulez, votre question pour moi devient, c'est quelle autre éthique individuelle, en attendant, comment dire, une résurrection du politique, mais qui ne se programme pas. Hein, je veux dire, l'événement historique par définition est une surprise, donc attendons-le. Mais donc, en attendant, que pouvons-nous faire? Ben, je crois donc se détourner de toute cette tradition comportementaliste, spiritualiste, etc., et retourner à la culture générale pour pouvoir se former un jugement. J'ai envie de dire aux catholiques que vous êtes, la première chose à faire, c'est de redevenir un homme des Lumières. Je vous dis ça avec provocation, mais au sens où lisons, lisons, parce qu'en lisant, nous allons préserver déjà ce trésor qui est le langage, qui est quand même le ciment social par excellence. Et il n'y a pas de destin, on y viendra sans langage. Je fais déjà le lien avec votre deuxième question. C'est ce qui va nous permettre justement de réaliser l'absurdité, les paradoxes, et puis aussi
toute l'atrophie qui résulte de cette société industrielle. C'est-à-dire que nous sommes dépossédés de nos savoir-faire, nous sommes dans la machine, hein, qui se sont transférés à la machine, nous sommes dépossédés de notre inventivité, c'est-à-dire que nous demandons désormais à l'intelligence artificielle générative de produire des contenus à notre place. Donc, c'est-à-dire qu'on est en train même d'externaliser la fonction du langage auprès de la machine. Oui. Donc, une éthique individuelle, faite d'abord de lecture, fuir, et là je renvoie évidemment à Olivier Rey que vous avez cité tout à l'heure, les grands ensembles. Fuir les grands ensembles pour retrouver des collectifs ou des communautés à taille humaine, que ce soit tout simplement le voisinage, hein, il faut prendre le premier collectif qui se présente, c'est le voisin ou les voisins que je croise tous les jours, mais après ça peut être évidemment dans des associations. D'ailleurs, ça c'est un des points positifs de la vie française, hein, c'est la dynamique de la vie associative, qui témoigne bien que les gens vont retrouver du sens dans les activités bénévoles, puisqu'ils ne le trouvent plus sur le lieu de travail. Et ils vont retrouver aussi des collectifs à taille humaine. Bref, vous voyez, il y a des façons, je ne dis pas des solutions et contre-modèles, mais des stratégies qu'on met en place pour supporter l'épreuve du nihilisme. Il y aurait d'autres choses à dire certainement, mais... Alors, la question du destin, c'est que l'idéal de perfection du coaching et du management de façon générale est symptomatique ou révèle le fait que nous, là encore je vais citer Philippe Murray, décidément 2 fois aujourd'hui, que nous vivons dans des sociétés post-historiques. L'idée que nous puissions, que nous ayons d'ailleurs tout accompli, qu'il n'y a rien que nous puissions accomplir. D'ailleurs, ça, c'est exactement la définition que Max Weber donnait du désenchantement du monde. Hein, que si nous le voulons, nous pouvons réaliser. Bon, bah, c'est la métaphysique de la révolution industrielle de Günther Anders. Hein. Et ben, elle nous laisse un monde sans histoire, donc sans destin. Donc, je le dirais autrement, c'est un monde sans tragique. Voilà, ce sera mon mot de la fin. Très bien. Écoutez, cher Baptiste Rapin, mille merci encore une fois de votre temps, de toutes ces explications. Je rappelle votre ouvrage, Les enjeux anthropologiques du coaching, études volume 2, aux éditions Ovadia. Donc les ouvrages, et respectivement cet ouvrage, sera dans la description de la vidéo. Si cette entrevue vous a plu, je vous invite évidemment à aimer, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très vite pour une prochaine entrevue. À bientôt. Au revoir. Voilà, chers amis, l'entrevue est terminée. J'espère évidemment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne. Et si c'est déjà fait, je vous invite à aller dans la description pour vous rendre soit sur mon espace Patreon, soit sur mon espace Rejoindre, pour avoir accès à différentes entrevues avec des écrivains, essayistes ou encore éditeurs. Alors dans ces invités, vous avez eu Pierre Hillard, Labé Rioux, Serge Abad Galardo ou encore Monsieur K. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à soutenir la chaîne et mon travail. Je vous serai très reconnaissant. À très vite pour une prochaine entrevue. Et sinon, je vous dis évidemment haut les cœurs et que Dieu vous garde.